gageur que de vouloir, dans un cours de la méthodologie juridique en 25 minutes, présenter à nos chers étudiants une méthode de recherche aussi élaborée soit-elle pour les aider dans leur cursus universitaire. Mais qu'on soit d'accord, un étudiant en droit, il se doit d'être rigoureux, il se doit d'avoir une méthode de travail, il se doit en plus d'avoir un raisonnement strictement juridique. Un étudiant en droit n'est pas un romancier, donc il ne faut pas qu'il passe son temps dans la littérature. Au lieu de ce faire, il faut qu'il respecte certaines conditions de la recherche scientifique qui, généralement, par rapport à la méthode juridique, relèvent de 3 situations. Soit il s'agit d'un cas pratique qu'on appelle communément une consultation juridique et qui a ses méthodes justement de présentation, ou encore il s'agit d'un commentaire d'arrêt, c'est-à-dire un arrêt, et lorsque je dis arrêt, pas forcément celui de la Cour de cassation, il se peut que ce soit un arrêt de la Cour d'appel ou encore un jugement rendu par le tribunal de première instance, mais on dit communément commentaire d'arrêt pour regrouper les 3, mais ceci nécessite quand même une parfaite connaissance de plusieurs domaines, de plusieurs situations juridiques, et ceci est en règle générale réservé aux étudiants à un niveau beaucoup plus poussé. La méthode la plus usuelle dans nos facultés reste sans aucun doute la méthode qui relève de la dissertation juridique. De la dissertation juridique qui peut, on va le voir, se présenter de différentes manières. Donc à travers ce cours, nous allons voir tout d'abord quel est l'objet de cette dissertation. Qu'est-ce qu'on vise à travers une dissertation? Comment on analyse un sujet? Quelles sont les étapes par lesquelles l'étudiant doit passer pour analyser un sujet? Comment on élabore un plan? C'est nécessaire, c'est essentiel, c'est primordial, c'est la condition sine qua non de la réussite de ces exercices que d'élaborer un plan. Et comment on peut commencer la rédaction de l'introduction? Parce que, croyez-moi, c'est la porte qui va s'ouvrir devant le correcteur, devant le lecteur pour juger l'étudiant. Une mauvaise introduction, si on ne réussit pas son introduction, on peut dire qu'on n'a pas réussi son exercice, qu'on n'a pas réussi sa dissertation. Il faut accorder, comme on va le voir, énormément d'importance à l'introduction parce que c'est la clé de réussite de cette dissertation. On va voir également qu'il faudra que l'étudiant se penche sur la rédaction. C'est une étape fondamentale dans la dissertation, avec l'introduction bien entendu, et une fois qu'on a terminé l'exercice, quelque chose qu'on oublie très souvent mais qui est très frustrant pour celui qui vous lit, notamment lorsqu'il s'agit d'un correcteur, c'est les fautes d'orthographe. Il faudra se donner le temps nécessaire pour apporter toutes les corrections à la rédaction une fois qu'on aura terminé sa dissertation. Ce sont les 5 sujets que nous allons, Inch'Allah, engager dans le cadre de ce cours. Alors, l'objet de la dissertation juridique est triple. C'est le fait d'exposer et d'ordonner et de démontrer. En fait, il s'agit de 3 institutions. Le savoir, le faire savoir et bien entendu le savoir-dire. Le savoir, vous l'avez eu à travers vos cours avec vos différents professeurs. Le savoir-faire, c'est comment on peut faire en sorte à ce que ce qu'on a connu, ce qu'on a appris dans le cadre de ce cours, on peut l'utiliser dans le cadre de cette dissertation. Et le savoir-dire, ça veut dire qu'il faut avoir un langage, il faut justement savoir écrire ce qu'on a dans l'esprit avec un style juridique cohérent, clair et non équivoque pour que nos idées soient les plus précis possibles et le plus attachés au sujet, objet de la dissertation. Donc, le mot dissertation nous renvoie à un mot latin qui veut dire dicero. Le mot dicero est lui-même composé de deux éléments. Le mot qui veut dire seres et qui veut dire nouer, qui veut dire également entrecaler. Et les mots deseres qui signifie exposer des raisonnements par un ordre enchaîné.
Donc vous voyez que dissertation nous renvoie à un premier mot qui est de disserter, qui est également de nouer, qui est de entrecaler, et un deuxième mot d'SRS, et qui nous renvoie à des raisonnements qui doivent obligatoirement être enchaînés les uns par rapport aux autres. C'est pour ça qu'on appelle celle-ci une dissertation. La dissertation se veut donc une démonstration. On n'est pas en train de réciter un cours, mais on est en train de faire une démonstration. Il s'agit également d'un développement qui suit une idée, qui est une idée maîtresse et qui est le fil conducteur de toute la dissertation. Il ne s'agit point pour l'étudiant de réciter son cours de A jusqu'à Z tel qu'il figure dans le manuel ou tel qu'il figure dans tel ou tel ouvrage de référence de la matière, objet de sujet de la dissertation, mais encore faut-il que l'étudiant fasse un exercice d'avoir une problématique, comme on va le voir, et qui lui donnera un fil conducteur qu'on va retrouver dans l'ensemble de l'enchaînement de cette dissertation. Donc il s'agit de poser une question, d'esquisser le sujet à travers cette question en essayant d'apporter des réponses cohérentes et des réponses enchaînées. L'épreuve de la dissertation juridique a pour but de tester d'abord les connaissances de l'étudiant. C'est ça l'objectif primordial. C'est de tester les connaissances et le savoir des étudiants par rapport à son cours. Mais surtout, ce n'est pas l'objectif unique de celle-ci, mais c'est plutôt de juger l'aptitude de l'étudiant à présenter les idées, les connaissances, le savoir qu'il a appris à travers le cours. C'est ça l'objectif essentiel de la dissertation. Une dissertation, c'est donc une forme de synthèse de ce qu'on a appris dans une forme cohérente. La dissertation n'est pas du tout un exercice ou un exposé statique de vos connaissances. Il ne s'agit point pour l'étudiant de présenter ses connaissances qu'il a appris au cours de l'année. Encore faut-il qu'il les présente sous une forme déterminée qui obéit à une logique, qui obéit à un style de rédaction et qui obéit à une méthodologie juridique, objet justement de ce cours. Alors, le premier élément, une fois que vous avez un sujet, quel que soit le sujet, qu'il soit un sujet composé, c'est-à-dire on vous demande de comparer deux institutions, ou un sujet sous forme d'interrogation, ou un sujet avec un mot ou deux mots, quel que soit, ou encore une citation, peu importe le sujet. Le premier exercice que doit faire l'étudiant, c'est justement de comprendre le sujet, de se donner le temps nécessaire de comprendre le sujet. J'ai une certaine expérience dans l'enseignement et je sais que la plupart des étudiants, une fois que la copie d'examen, par exemple, lorsqu'il s'agit d'un sujet d'examen, et qu'ils voient un mot dans le sujet d'examen, et tout de suite, vous voyez les plumes qui commencent à rédiger, et je sais pertinemment que ces étudiants-là, peut-être parfois, malgré la facilité de la question, ils passent complètement à côté parce qu'ils ne se sont pas donné le temps nécessaire de comprendre ce qu'on souhaite à travers cette question. Un exemple, lorsque, par exemple, vous avez comme sujet, par rapport aux étudiants du S2 ou du S4, le dol dans le droit des actes juridiques. Le dol dans le droit des actes juridiques. Je peux présenter la question autrement. Le dol dans le droit des contrats. Le dol en droit civil. Le dol et le droit, ou le droit et le dol. Le dol est la formation du contrat. Vous voyez qu'il y a un mot qui revient, c'est le dol, mais par rapport à ce 5 sujets, il y a 5 manières de voir le sujet. Il ne s'agit pas pour l'étudiant de présenter son cours sur le dol, mais il s'agit de le lier à l'autre moitié de la question, à savoir le dol et les actes juridiques. Lorsque je parle des actes juridiques, donc on est en train de parler d'actes
unilatéral. Lorsqu'on parle de dol et le contrat, on est en train de parler d'une convention entre les parties. On est beaucoup plus large lorsqu'on parle du dol dans le droit civil. On l'est encore plus lorsqu'on parle du dol et le droit. Donc, premier exercice à faire, c'est de lire attentivement le sujet et de s'attarder sur le sujet pour comprendre le sens. Chaque mot, chaque virgule, chaque interrogation, le pluriel ou le singulier, il a un sens. Et votre exercice premier, c'est justement de pénétrer le sujet en analysant, en allant vers sa profondeur, c'est-à-dire un premier exercice de compréhension. Deuxième exercice, une fois que j'ai compris de quoi il s'agit, combien de fois nous avons vu des étudiants qui ont fait une bonne dissertation par rapport à eux, par rapport à leur logique, mais à la fin ils se disent j'étais hors sujet parce que j'ai pas vu ceci, parce que j'ai pas vu l'interrogation, parce que je n'ai pas vu l'autre moitié de la phrase. Et ceci fait en sorte à ce que la dissertation ne soit pas une bonne dissertation et ils ne seront pas surpris lorsqu'ils ont une mauvaise note, lorsqu'il s'agit par exemple des examens. Deuxième étape, il s'agit d'analyser le sujet. C'est-à-dire prendre le temps de souligner les mots, de les renvoyer à leur propre institution juridique et de se poser plusieurs questions qui peuvent nous aider. Poser ces 5 questions, ils sont en règle générale, pas toujours, mais en règle générale, susceptibles de nous apporter beaucoup d'éclaircissements par rapport à la question qui a été posée. D'abord, qui? Posons-nous, qui? Quoi? Deuxième question, quoi? Où? Comment? Et pourquoi? Essayons de poser ces questions par rapport au sujet de l'exercice et nous aurons peut-être une petite analyse préliminaire du souhait de celui qui a posé la question pour avoir les réponses qu'il souhaite. Troisièmement, et troisième étape, très cruciale, et qui fait que parfois on est devant des hors-sujets. Il faudra limiter le sujet. Il faudra se donner le temps à travers l'analyse et une fois qu'on a analysé le sujet, de le limiter. Il s'agit donc de laisser de côté tout ce qui est secondaire, tout ce qui ne fait pas partie du sujet, tout ce qui est en dehors du sujet et de réfléchir sur l'ossature, sur le contenu, sur l'essentiel qui rentre dans le sujet. Vous voyez qu'à travers déjà ces 3 étapes, comprendre le sujet, analyser le sujet, délimiter le sujet. Dans un exercice, par exemple, au cours d'un examen où nous avons 1h30, on peut passer pratiquement un petit quart d'heure, 15 minutes, en essayant de passer par les cheminements, par ces étapes-là. Deuxième étape, à travers, bien sûr, toujours cette méthodologie de la dissertation. Il s'agit de l'élaboration d'un plan. Je le dis et je le répète. Sans un plan, quelle que soit la démarche de l'étudiant, quel que soit le niveau, quel que soit l'exercice, quel que soit le sujet, quel que soit le travail accompli, sans le plan, ça sera un travail raté. Donc donnez-vous également, si vous vous êtes donné 10-15 minutes pour les 3 premières étapes, à savoir de la compréhension et de l'analyse et de la délimitation du sujet, donnez-vous également un certain temps, le temps nécessaire pour élaborer votre plan qui va vous demander plusieurs étapes comme on va le voir. Donc, j'allais dire que le plan, c'est celui qui va démontrer à votre lecteur est-ce que vous avez compris le sens de la question posée, du sujet posé, de l'objet de la dissertation ou pas. Si vous n'avez pas de plan, ça veut dire que vous avez des idées à droite et à gauche son cheminement et vous ne répondez pas à la logique et à la définition que nous avons présentée tout à l'heure de la dissertation, c'est-à-dire un raisonnement enchaîné, enraciné, bloc par bloc. Donc, si vous voulez, s'agissant du plan, on va y revenir, une fois que j'ai délimité mon sujet, j'ai vu ce qui est essentiel et ce qui n'est pas essentiel. Tout ceci me renvoie
à se poser une question, n'importe quelle question, mais il y a toujours une problématique derrière le sujet traité. Cherchez cette problématique. Un sujet n'a pas uniquement une seule problématique, il peut avoir plusieurs problématiques. Mais dans le cadre d'un sujet d'examen, par exemple, généralement, vos professeurs, ils essayent de vous tester sur un raisonnement par rapport à une question juridique. Trouvez la problématique posée par cette question et vous aurez votre plan. Le plan qui doit toujours être un plan binaire. Binaire, ça veut dire quoi? En deux parties. Une partie 1 et une partie 2. Binaire également à l'intérieur des deux parties. La partie 1 qui se compose d'un grand A et d'un grand B, et la partie 2 de notre plan qui se compose également d'un grand A et d'un grand B. Étant entendu que les deux parties, plus les sous-parties, doivent être homogènes, c'est-à-dire ils doivent être équilibrés. Il est hors de question d'avoir une première partie, à titre d'exemple, avec 17 paragraphes et de revenir vers la deuxième partie pour avoir deux sous-parties avec, qu'est-ce que j'en sais moi, 4 paragraphes. Votre plan est déséquilibré, votre problématique a été mal posée, votre dissertation ne serait pas une réussite. Quand je dis qu'il faut qu'il soit équilibré, je ne cherche pas un équilibre parfait, un équilibre qui veut dire qu'on va les peser à la balance le bijoutier. Non, loin de mon esprit d'aller vers ce sens, mais de chercher quand même un équilibre entre les deux parties, ce qui rend esthétique votre travail et ce qui aide votre correcteur ou votre lecteur à comprendre votre problématique et savoir et pénétrer dans cet enchaînement que vous vouliez présenter. Il faut qu'il y ait, entre la première partie et la seconde partie, il faut qu'il y ait, comment dirais-je, une forme de synergie. Il ne faut pas que la première partie va dans un sens et la deuxième partie répond à une autre sollicitation, à une autre interrogation. Il faut qu'il y ait un enchaînement, une synergie entre la première partie et la deuxième partie. Un plan, c'est fondamental. Pour le réussir, l'élément essentiel, c'est de trouver une problématique. Problématique, ça veut dire poser une question, la question qui est posée par le sujet de la dissertation. Une fois que j'ai cette problématique, essayer de la présenter dans une forme binaire à travers deux parties équilibrées. Et une fois que j'ai tout ceci, il faudra que je donne énormément d'importance à une question qui est, comme j'ai dit tout à l'heure, la porte d'entrée le lecteur dans le travail d'un étudiant, c'est l'introduction. Combien de fois, lorsque un professeur est en présence, par exemple, qu'est-ce que j'en sais moi, de 3000 copies, de 2000 copies, de 400 copies, et il a d'autres niveaux qui l'attendent, il n'a pas peut-être tout le temps de tout lire, mais il donne énormément de l'importance à l'introduction. Essayez de faire en sorte à ce que votre introduction soit réussie, et vous avez certainement, avec une certitude totale, et c'est le professeur qui vous le dit, vous avez réussi à moitié votre dissertation. Et pour ce faire, vous devez certainement, dans l'introduction, qui doit prendre le temps nécessaire également, écrite proprement, avec un style clair, avec un style brillant, abstraction faite du style journalistique ou encore du style littéraire avec un style de droit, il faut qu'il présente la totalité de votre sujet, certains éléments qui doivent absolument, primordialement, fondamentalement y figurer dans l'introduction et qui sont les éléments suivants. Quel est l'intérêt de ce sujet? Quel est l'intérêt de la question qui vous a été posée? De l'objet de cette dissertation. Et quand je dis l'intérêt, il peut être un intérêt sociologique, politique, juridique, actuel. Quel est son intérêt dans les rapports de force existants au moment où vous allez établir votre dissertation? Deuxièmement, il faudra isoler le sujet. C'est ce qu'on appelle la méthode de l'entonnoir. L'entonnoir, c'est-à-dire aller du général
vers le particulier, justement pour isoler votre problématique. Nous comprenons qu'il a intérêt et qu'il se situe dans un contexte global que vous maîtrisez, que vous présentez en quelques lignes, en quelques phrases, pour aller vers la limitation de sujet. C'est ça ce qu'on vous demande, c'est-à-dire l'isolement de votre sujet. Et une fois que j'ai isolé le sujet, il faudra toujours éliminer tout ce qui est secondaire, tout ce qui n'est pas essentiel, pour justement se consacrer à tout ce qui est fondamental, à ce qui est important. Il faudra également donner de l'importance à l'élément, plusieurs sujets s'y prêtent, à l'élément historique. C'est-à-dire il faudra mettre en relief l'évolution de l'institution que vous avez étudiée et la placer dans son contexte historique pour avoir une idée sur son évolution. Il faudra également, et c'est la 5e étape dans une introduction, il faudra également mettre en relief le problème juridique, c'est-à-dire la problématique que vous avez cherchée tout à l'heure lorsque vous avez souhaité établir votre plan. Donc là, il faudra utiliser cette problématique justement pour la mettre en relief avec, bien entendu, des mots qui accrochent. Et si vous avez une citation, si vous avez une parole, si vous avez un verset de Coran, si vous avez je ne sais quoi, essayez de l'introduire, mais avec une condition. Il faut que ça soit étroitement lié au sujet. Il ne faut pas que ça soit une intrusion. Vous avez appris une parole, vous avez appris une citation, vous avez appris un adage et vous souhaitez l'utiliser dans votre dissertation. Les correcteurs, le lecteur le sait très bien et il jugera cette réflexion inutile et il jugera que cette réflexion inappropriée dans votre dissertation et peut-être ceci va être beaucoup plus préjudiciable que ce que vous le pensez. Et dans ce cas-là, vous devez enfin annoncer votre plan. Je rappelle que le plan, vous l'avez déjà préparé, le plan binaire en 2 parties et en 2 sous-parties. S'il vous plaît, n'essayez pas d'étaler la totalité de votre plan avec l'ensemble de ces subdivisions. Contentez-vous au maximum de présenter les 2 parties. C'est la raison pour laquelle nous présentons ce travail en 2 parties. La partie 1, nous traiterons ceci. La partie 2, nous traiterons cela. Étant entendu, comme j'ai dit tout à l'heure, il faut qu'il y ait un lien étroit entre les 2 parties. Il faut qu'il y ait un va-et-vient entre les 2 parties. Il faut qu'il y ait une synergie entre les 2 parties. Donc, une fois que j'ai passé en revue tous ces éléments-là, il faut également que je choisisse, dans le cadre de cette problématique, dans le cadre de, du plan que j'ai présenté, les titres de ces derniers. Ils ont une importance capitale. Et un petit conseil, évitez les phrases avec des verbes conjugués. Les intitulés des titres ne doivent jamais comporter des verbes conjugués. C'est une question, j'allais dire, universelle, très connue et très reconnue, comme quoi il faudra éviter les phrases avec des verbes conjugués dans les titres. Essayez d'éviter ceci en allant vers des phrases qui sont courtes, vers des titres qui sont courts, 2 mots, 3 mots. Si le sujet ne s'apprête pas à ceci, essayez d'avoir une longue phrase, mais avec des virgules, mais surtout, n'ayez pas, des phrases avec 2 titres avec 2 lignes dans un titre. C'est quelque chose qui n'est pas très recommandé. Ça veut dire que, quelque part, on l'a dit, la synthèse de ce que vous souhaitez dire ne vous a pas été facile et ce sera préjudiciable pour vous également. Donc, il faudra donner de l'importance au choix des titres, qui doivent être clairs et précis. J'ai dit tout à l'heure, il ne faut pas qu'ils soient longs. Il faut qu'ils aient un rapport évident avec la question que vous souhaitez traiter. Il ne faut pas que le titre va dans un sens et votre dissertation va dans l'autre sens. Et il faut qu'ils répondent mutuellement
aux questions et à la problématique que vous avez posée. Toutes les divisions, toutes les subdivisions, toutes les parties doivent aller vers ce fleuve-là qui est votre problématique. Vos intitulés ne doivent pas être, comment dirais-je, des titres partout. Parfois, dans des dissertations, on voit qu'un étudiant vient avec une interrogation tout préparée. Généralement, il l'a cherché à Internet et il la prend par cœur. Et quel que soit le sujet, il fait en sorte à ce que cette introduction y figure. Et on sait très bien que celle-ci a été parachutée et qu'il n'a absolument rien à voir avec le sujet. C'est que condamne, comme je l'ai dit tout à l'heure, la dissertation, et ceci est généralement préjudiciable à l'étudiant, notamment lorsqu'il s'agit des examens. La troisième étape, il consiste dans la rédaction de l'introduction. Donc vous avez les éléments, l'intérêt, etc. Il faudra, Allah yakhlikum, donner de l'importance capitale à la rédaction de celle-ci. Il est fondamental, il est primordial, et je ne vais pas essayer de rappeler ce que j'avais dit tout à l'heure, mais essayer, comme on dit dans l'université française, il faudra avoir des phrases d'accroche. Une phrase qui vous permet d'accrocher votre lecteur, votre correcteur, une phrase qui est comme une citation, qui est un article, qui est une jurisprudence, qui est, qu'est-ce que j'en sais, quelque chose qui accroche le lecteur et qui a un lien étroit avec le sujet traité. Alors, essayez toujours, lorsque la dissertation s'y prête, et il s'y prête généralement en matière de droit, de définir les notions ou les termes juridiques qui vous sont présentés. Si vous les définissez, vous êtes sûr et certain de ne pas faire un hors-sujet. Lorsque vous présentez les choses en les définissant, ceci vous permettra de vous écarter des hors-sujets. Chaque mot dans le sujet, il a un sens juridique. Maîtrisez ce sens juridique, délimitez ce sens juridique, définissez ce champ juridique, et vous êtes sûr que vous allez éviter les, comment dirais-je, les hors-sujets. La rédaction. La rédaction, c'est une étape qui est délicate, mais qui devient extrêmement facile lorsqu'on a réussi les étapes préalables à celle-ci. Permettez-moi encore une fois d'y revenir. Une fois qu'on a cerné le sujet, délimité le sujet, établi le plan et tout le reste, vient l'étape qui serait généralement l'objet de la dissertation, à savoir la rédaction. La rédaction doit commencer toujours par des chapeaux. Il doit contenir dans chaque partie, comme j'ai dit tout à l'heure, qui sont des parties binaires, ils doivent comporter soit des chapitres, des parties et des grands A. Les grands A peuvent être divisés en petit a et petit b. Mais il faut, chaque fois qu'il y ait une transition entre les parties, c'est très important à ce qu'il y ait des transitions, ce qui permet d'indiquer qu'il y a une cohérence entre les parties. Une fois que vous aurez terminé votre rédaction, essayez de vous donner le temps nécessaire, le temps utile pour corriger votre dissertation. Essayez d'éviter les fautes d'orthographe, le pluriel, le féminin, les fautes de grammaire, les fautes de conjugaison. Parce que une bonne dissertation, il peut également être ruiné si jamais la langue qui est utilisée est une langue imparfaite, si jamais elle est pleine de fautes d'orthographe, si jamais le style manque d'esthétique. Donc prenez ces 5 dernières minutes de lire et de relire votre dissertation pour apporter les corrections nécessaires. Un plan, d'abord, une introduction, après une rédaction binaire, et pour la conclusion, ce n'est pas obligatoire. Certains sujets, si vous voulez annoncer une problématique pour une étude future, si le sujet s'apprête, pourquoi pas. Si ceci pousse le législateur à une réflexion, pourquoi pas. Mais une conclusion, franchement, ce n'est pas nécessaire dans une dissertation pour les étudiants du S2
et du S4. J'espère que ce cours vous a été bénéfique et au plaisir de vous retrouver. Par ailleurs, merci de votre attention et au plaisir de vous revoir.